Bonjour, bienvenue dans Igloo on Air, le Mac de l'habitat. Une nouvelle saison, c'est le lancement de la saison 6, 214e émission. Une émission particulière, une émission spéciale pour le lancement de cette 6e édition avec un invité de marque, de Michel Maffesoli, qui va nous parler en tant que sociologue de l'habitat au sens large. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Monsieur Maffesoli, j'aimerais déjà dans un premier temps vous présenter. Donc vous êtes né le 14 novembre 1944, vous êtes marié, vous avez 4 enfants. Vous êtes, alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, il y a encore un peu de personnes qui ne vous connaissent pas. Hein. Donc pour cela, membre de l'Institut universitaire de France, professeur émérite à la Sorbonne, directeur du Centre d'études sur l'actuel et le quotidien, directeur du Centre de recherche sur l'imaginaire, administrateur du CNRS, membre de l'Académie européenne des sciences et des arts. Vous êtes sociologue et vous avez développé un travail autour de la question du lien social communautaire, de la prévalence de l'imaginaire et de la vie quotidienne dans les sociétés contemporaines, contribuant ainsi à l'approche du paradigme postmoderne. J'espère qu'on n'a pas perdu déjà trop d'auditeurs, mais on va en parler dans un deuxième temps. Alors vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, dont Le temps des tribus, extrêmement connu, L'ordre des choses, vous avez récemment publié en 2022 L'ère des soulèvements, que j'ai eu le plaisir de lire, le voici. En 2023, il y a eu Le temps des peurs. Je l'ai lu aussi. Vous voyez ? Je suis assidu, monsieur Maffesoli. Donc, Le temps des peurs, je l'ai dit. Logique de l'assentiment. Et le dernier en date, Le Grand Orient, qui vous a valu quelques inimitiés et controverses, on doit le dire, ainsi qu'une publicité relativement importante sur les réseaux sociaux, mais pas que. Vous avez un franc-parler et une liberté d'expression qui vous est cher. Votre qualité principale est tout de même d'avoir épousé une Alsacienne, et rien que pour cela, vous avez tout notre respect et notre compassion. Et pour toutes ces raisons, nous sommes très heureux de vous recevoir pour parler d'habitat, sous l'œil avisé du sociologue que vous êtes. Donc j'étais un tout petit peu long, mais vous avez un âge, vous avez fait énormément de choses dans votre vie. Alors c'est assez amusant parce que quand on a préparé l'émission, je vous ai sollicité en disant j'aimerais bien que vous veniez dans cette émission Igloo on Air qui traite de l'habitat, de thèmes assez particuliers, parfois techniques, etc. Et là, je voulais qu'on prenne un petit peu de hauteur, même beaucoup de hauteur, et je voulais que, en tant que sociologue, vous nous donniez votre point de vue sur la société. Et c'est assez amusant parce qu'au début, vous m'avez dit, mais je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire sur la thématique du logement et de l'habitat. Et j'ai dit, contrairement à ce que vous pensez, je pense que vous avez énormément de choses à nous dire. Alors, en guise d'introduction, vous évoquez dans votre livre L'ère des soulèvements le fait que nous sommes entrés dans une période de transition entre deux époques. D'un côté, l'individualisme, le rationalisme, le productivisme, pour glisser vers le tribalisme, l'hédonisme, le présentéisme et le nomadisme. Ce sont des notions qui peuvent être assez abstraites pour nos auditeurs. Est-ce que vous pourriez les résumer en quelques phrases ? Tout d'abord, vous m'avez dit que je suis sociologue. Je l'ai été. Je suis du Midi et ma grand-mère disait il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux. Donc j'ai essayé de ne pas être un cornichon. Ayant fait mes études à Strasbourg, je les ai faites sous la direction de Julien Freund, qui était en effet sociologue, et Lucien Braun, tous deux décédés, qui étaient philosophes. L'un m'a amené rencontrer Carl Schmitt et l'autre Heidegger. Voyez. Donc ma position était, j'en sais rien, sociologue ou philosophe. Encore une fois, je suis un spécialiste de l'universitas, c'est-à-dire, dans le vrai sens du mot, ne pas être vocalisé, si je puis dire. Voilà. Alors, en effet, c'est un de mes dadas théoriques de longue date, de rendre attentif au fait que nous ne sommes plus dans cette époque qui a marqué depuis le XVIIe siècle nos vies en société et qu'il est convenu d'appeler modernité. Oui. Voilà. Et donc, alors cette modernité, les 3 points que vous avez soulignés me paraissent être les pivots à partir duquel se sont structurées toutes les institutions. Ce grand philosophe qui était Michel Foucault a bien montré que c'est au XIXe siècle qu'on tire les conséquences du XVIIe, le cartésianisme, cogito ergo sum, je pense donc je suis, c'est ça l'individualisme épistémologique. Oui. La réforme protestante, à peu près à la même époque, qui est la déchirure, en quelque sorte, de la tunique du Christ. Et c'est le début de toutes les guerres qui vont suivre à partir de ce moment-là. Et puis, la philosophie des Lumières, Rousseau, c'est l'individualisme. Voilà, individualisme philosophique, religieux, politique. Et que c'est sur cette base que va s'élaborer, en effet, dans cette époque moderne, le grand rationalisme, le progressisme, voilà les points
qui sont importants et qui, puisque j'ai cité Foucault, structurent la société. Moi, de mon point de vue, il y a une saturation de cela. Mhm. Ou plus exactement, ces valeurs continuent d'exister dans la société officielle, celle qui est en voie de décadence, de mon point de vue, mais qui reste officielle. Et par contre, il y a lieu d'être attentif, et ça a été mon propos, à la société officieuse, ce qui est en train de naître, en particulier ces jeunes générations, qui ne se reconnaissent pas dans ce trépied-là que je viens d'indiquer. Et par contre, là encore, j'essayais de montrer, vous avez cité le temps des tribus, que c'était le nous et pas le jeu qui allait prévaloir, que c'était plus simplement le rationalisme, ce que j'appelais la raison sensible, le rôle de l'émotionnel. Là encore, il faut revenir à Max Weber et à la pensée allemande qui nous a indiqué qu'est-ce qui signifiait le Stimmung, l'ambiance dans laquelle on baigne, et que c'était plus le progressisme, mais ce que je vis ici et maintenant, le présentéisme. Voilà les trois pivots, le glissement d'un pivot qui a marqué la modernité, quelque chose d'autre qui est en train de naître, que faute de mieux on appelle la postmodernité, et entre ces époques qui durent 3-4 siècles, il y a des périodes, ce que nous vivons, un peu crépusculaires, où, dans le fond, on pressent ce qui est en train de s'achever, on ne fait que balbutier sur ce qui est en train de naître. On sent bien qu'il y a cet entre-deux qui est en train d'émerger. Est-ce qu'on arrive à adresser ou une période, combien de temps ça dure, cette transition-là, avant de basculer vers l'après ? J'ai souvent dit que les époques, c'était 3-4 siècles. Une période, c'est quelques décennies. Voilà. Et c'est ce que nous vivons. Moi, je pense que c'est à partir des... C'est intéressant de voir. C'est à partir des années 50 déjà. Vous voyez, l'architecte Roberto Venturi, qui crée de l'ambiguïté en architecture et qui a montré qu'en quelque sorte, on ne peut plus se contenter du Bauhaus, Niemeyer, Le Corbusier, une architecture et un habitat qui étaient à angle droit. Et en 1950, de l'ambiguïté en architecture. C'est ça le postmodernisme architectural. Et par après, certains, Baudrillard, moi-même, ou Lyotard, d'abord Lyotard, rendons à César ce qui lui revient, Baudrillard et moi-même, avons appliqué à la société cette thématique du postmodernisme architectural. Voilà. Mais encore une fois, c'est à l'état naissant, cela. Comme toute période intermédiaire continue d'exister, j'ai bien dit d'une manière officielle, c'est-à-dire, encore une fois, ce qui représente le pouvoir institutionnel, ces valeurs modernes. C'est les élites, il faudra en parler d'ailleurs. On en parlera à la fin. On y reviendra, oui. Et puis, voilà, il y a quelque chose qui est là à l'état naissant, ce qui est une statu nascendi, qui me paraît important, c'est le début de toute renaissance. Voilà, c'est mon sentiment. Alors, vous avez parlé d'architecture, ce qui me permet d'avoir une transition sur la notion de l'habitat. Vous, quel regard vous portez en tant que sociologue sur la place de l'habitat dans la société d'aujourd'hui, notamment après ce qu'on a vécu, la période Covid, ce que l'on vit actuellement, cette forte inflation, l'urgence climatique, l'habitat est au centre des préoccupations. Quel est le regard que vous avez, vous, en tant que sociologue ? Je vais vous répondre. Mais il ne faut pas me poser une question sur le Covid, en général, parce que je considère que c'est une psychopandémie et pas une vraie pandémie. Je m'en suis expliqué, je crois, dans l'ère des soulèvements. Exactement. Avec ce qui suscite toute une série d'hystéries. Et cette hystérie vient quand ton pouvoir est en fin de course, il devient intolérant et impose toute une série de choses, la muselière, les gestes barrières, l'isolement, etc. Voilà. Je sais que c'est un sujet qui vous est cher, on y reviendra peut-être à la fin, mais revenons sur l'habitat. Je ne vais pas aller plus avant. Revenons sur l'habitat. Mais sur l'habitat, oui, le mot me paraît intéressant. Et vous savez que j'ai fait ici mes études, en particulier sur Heidegger. Et ce thème de l'habitat chez Heidegger, c'est que justement, l'habitat n'est plus une simple fonctionnalité, ne s'inscrit pas simplement dans l'utilitarisme, qui a été la grande marque moderne, mais au contraire l'importance du territoire, du terroir. Ces mots territoire, actuellement, ces politiques qui n'ont rien à dire, s'emploient à employer ce mot territoire. Oui. Voilà. Mais quand on gratte, il n'y a rien derrière. Mais par contre, le mot territoire, pour moi, signifie quelque chose, c'est-à-dire l'homme habite en poète. Voilà mon hypothèse, fondamentalement. Et qui est en train de revenir cette dimension du qualitatif de l'existence. La modernité, ça a été le quantitatif, matérialisme historique, l'économicisme. Moi, je suis frappé, et ce furent mes études auprès des jeunes générations, qu'il y a cette dimension qualitative de l'existence. Quand je dis l'homme habite en poète, c'est-à-dire que de fait, ce n'est plus simplement la fonctionnalité, l'utilitarisme. Voilà la grande piste. Après, voir comment cela se décline, c'est autre chose. Ça veut dire que selon vous, on revient à une notion plus de frugalité, de simplicité, de juste d'habiter au sens propre du terme ? Oui, vous savez, je voulais vous le dire
avant toute chose, une de mes hypothèses que j'ai pas encore assez développée, si j'ai encore le temps, j'écrirai encore un ou deux livres là-dessus, c'est que dans ce changement d'époque, on quitte le temps pour revenir à l'espace. Si je prends les deux catégories de Oui. Kant, d'Emmanuel Kant, temps et espace. Et on voit bien comment toute la modernité a fonctionné sur cette idée d'histoire, la philosophie de l'histoire à la manière de Hegel. Demain, on rasera gratis. En gros, les lendemains qui chantent, c'est-à-dire la société parfaite est à venir, le paradis terrestre. Ça, c'était le temps. Hmm. Et c'est l'expression du politique. Moi, je considère que le politique est fini, ou il est transfiguré, enfin, dans le sens habituel du terme. Et c'est là où on va revenir l'espace, le territoire, le terroir. Et c'est cette thématique, alors qui vous est chère, j'en Oui. suis sûr. Hmm. En tout cas, c'est une thématique qui, de mon point de vue, va être la grande caractéristique de l'époque. D'accord. C'est-à-dire ce retour à l'espace. On y reviendra, Oui. à l'enracinement. À la racine. Euh, le logement est considéré comme étant un besoin primaire, élément commun à la majorité des individus de cette planète, mais il répond aussi à un besoin de sécurité ou encore à un besoin statutaire. Selon vous, est-ce que le logement, c'est toujours un élément structurant d'un côté du point de vue de la société et puis d'un autre côté du point de vue des structures familiales très souvent déstructurées à l'heure actuelle? Sur ces deux axes, Les structures familiales, il y a, je dirais, un familialisme maintenant. C'est-à-dire que de fait, quand le code napoléonien s'élabore, un couple qui se marie à 20 ans d'âge, 20 ans de vie commune. oui. Maintenant, on sait bien que c'est plus tout à fait le cas, qu'il y a une variation dans les amours, et donc du coup, cela renvoie à autre chose pour l'habitat. Moi, je dirais que l'habitat, par rapport à votre question, ce ne sera plus pérenne, mais au contraire quelque chose qui fait qu'on va virevolter d'endroit à l'autre. Vous savez, vous l'avez souligné que mon propos et cette idée du tribalisme, c'était une métaphore, une manière c'est une provocation de ma part à l'époque, quand j'étais provocard, je voulais appeler en avant pour montrer que ce n'était plus une société bien stable, mais au contraire des variations de tribus. Or, maintenant, j'en reviens à une idée très simple qui devrait vous intéresser concernant la ville. C'est que la tribu, c'est essentiellement le partage d'un goût musical, religieux, sportif, sexuel, et que donc la structuration de l'espace, elle va se faire à partir de ses goûts. Moi, je vois là à Paris où j'habite, eh bien, on voit bien que c'est en fonction de tel goût qu'il va y avoir des restructurations au sein même Oui. de la ville. Mm. Le quartier latin, le marais pour les homosexuels, tiens, ma largue à fourcher. Vous voyez quelque chose de cet ordre qui montre bien que, vous comprenez ce que je veux dire, Oui. c'est en fonction de goûts spécifiques, c'est ça le tribalisme fondamentalement, qu'il va y avoir le logement. On va varier. C'est le mot auquel je veux vous rendre attentif. Ce n'est plus quelque chose de pérenne. Quand on voit les appartements haussmanniens de la fin du 19e, ces grands appartements, si vous voulez, qui caractérisaient, pour ce que je connais à Paris, eh bien actuellement, compte tenu du fait qu'un Parisien sur deux est célibataire, on va les restructurer différemment, ces appartements, en faisant des studios, des petits appartements, etc. Vous voyez, il n'y a plus cette pérennité qui était celle de la famille bourgeoise et stable, par exemple, si je prends cet exemple haussmannien. Oui. Donc voilà, oui, bien sûr, le logement va toujours exister, mais en même temps, soyons clairs, c'est ça mon problème d'époque. Ça prend une forme différente, et la forme est formante. Avec la grande difficulté que, par définition, le logement est plutôt immobile, avec cette difficulté justement de le faire évoluer aussi rapidement que peut évoluer la société. Vous avez parlé des tribus et puis du marketing des tribus, comme vous l'appelez. Est-ce que le marketing des tribus, et je renvoie à la majorité des auditeurs à cet excellent livre, qui date d'il y a 20 ans à peu près. Je ne sais pas compter, il faut que je compte sur les mains. Il est paru en 1988. 88 et toujours... J'allais dire 1800 quelque chose. Non, 1988. 1988. Et toujours d'actualité. Donc, est-ce que le marketing des tribus, comme vous l'appelez, il s'appliquerait aussi au logement ? Oui, le marketing tribu, c'est pas de moi. Moi, j'ai analysé le temps des tribus. Après, ça a été réutilisé bellement et justement, d'ailleurs, pour montrer que on ne pouvait penser le marketing en général qu'en fonction de ce que les appellent des cibles. Encore une fois, en fonction des goûts que j'ai indiqués. Il y a des cibles. Ben oui, pour le logement, par rapport à ce que vous venez de dire, j'insiste.
vous ne m'avez pas bien compris. C'est-à-dire je sais bien que le logement va être important et reste important. Hein. C'était la tente, c'était la caravane, on voit bien qu'il y a toujours quelque chose de cet ordre où il faut s'abriter en Oui. quelque sorte, si Mmh. je puis dire. Mmh. Hein. Mais il va être variable. Et c'est ça, vous voyez, quand je disais, c'est pas pérenne. Hein, c'est-à-dire que, bien sûr, il faut acheter. Moi, je vois, moi-même, mes enfants ont acheté leur logement, et puis ils vont changer rapidement. Ils ont changé rapidement. Vous Oui. voyez. Alors voilà, c'est un peu cette idée-là qu'il faut avoir à l'esprit pour se rendre compte que ce n'est plus, en gros, le progressisme, le futur, la longue durée. Hein, vous avez compris, qui était pour moi la marque de la modernité. Et là, au contraire, c'est ce que j'appelle l'instant éternel. Oui. Hein, c'est-à-dire le passage d'une conception du temps chronos, sur la longue durée, à cette image qu'on ne connaît pas très bien en France, qui est l'autre mythe du temps, c'est Kairos. Et Kairos, c'est quoi? C'est un dieu chauve. Il faut l'attraper sur le moment parce qu'on ne peut pas le saisir dans les cheveux quand il a tourné les talons. J'ai appelé cela, moi, l'instant éternel. Donc le logement ne va pas échapper à cela. Vous voyez, c'est-à-dire, en gros, une espèce de succession, hein, de variations. Et pour moi, c'est ça le nomadisme. Est-ce que vous pensez que finalement, cette réflexion sur le logement, donc sur l'urbanisme, donc sur l'aménagement du territoire, c'est une prise de conscience qui a été, cette prise de conscience, elle a été faite par nos élus, à votre avis? Elle a été faite, je vous le dirai, je pensais vous le dire un peu plus loin. Ah bah alors, Peu importe, allons-y, c'était la politique de la ville. oui. Hein. Moi, j'étais assistant à l'époque, au début de ma carrière à Grenoble. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Dubedou, qui était le maire de la ville. Et pour tout vous avouer, je ne vous l'ai pas dit, j'ai commencé ma carrière comme assistant à l'Institut d'urbanisme à Grenoble. Ah bah voilà, ça Alors vous que l'avez caché, vous voyez. alors que j'avais rien à faire avec l'urbanisme et l'urbanisation, mais le hasard de la vie a fait que j'avais été choisi comme étant un bon théoricien dans cet urbanisme. Et Dubedou était celui qui avait fait une politique de la ville. Ça n'a pas marché. Hein, la Villeneuve, ça s'appelait la Villeneuve par exemple, etc. Moi, ça m'avait intéressé, tout simplement parce qu'il y avait ce côté purement rationnel, alors que ce qui va être en jeu, et voilà ma réponse, c'est un urbanisme qui va être de plus en plus empathique. Et l'empathie, c'est pas simplement rationnel. Oui. C'est un mot qui devient de plus en plus à la mode en France. Einfühlung, hein, c'est cette belle idée allemande, de la philosophie allemande, c'est-à-dire, dans le fond, des vibrations communes. Mmh. Voilà, c'est un peu difficile à penser, mais c'est à fonction de ces vibrations, encore une fois, que ça se cristallise dans l'appartement, étant entendu qu'on va varier d'un appartement à l'autre. Et c'est un sujet qu'on va retrouver dans nos deux autres parties, puisqu'on a terminé sur cette première partie. Donc, monsieur Maffesoli, je vous remercie encore. Et puis, je donne rendez-vous à tous les auditeurs pour suivre la deuxième partie de cette extrêmement intéressante interview. À tout de suite.